c'est une règle universelle, mais quand on rencontre un auteur, on est beaucoup plus motivé pour le lire. Ou bien, le contraire, on n'a plus envie de le lire Ça, si c'est le vrai. contact se passe mal. Mhm. Mais c'est vrai que voir quelqu'un lui parler, ça motive. Mhm. Surtout s'il n'est pas connu. Parce que s'il est connu, on n'a plus tellement besoin de lui parler. Mais s'il n'est pas connu, on se dit, tiens, c'est quelqu'un à découvrir. Oui, bon, on va quand même pas trop rigoler, hein, mais quand on voit un petit peu ici, Charles de Trasny, Ouais. bon, quand est-ce qu'il a tenu la première fois une plume? Moi, Oui, ouf, j'avais 15 ans. voilà. En fait, moi, je suis né en 1946 et je n'ai quasiment jamais cessé d'écrire. Sauf, depuis 15 ans, hein, sauf quand j'étais à l'armée. Où là, pendant un an, je n'ai écrit que 5 pages, je crois. Mais sinon, j'ai toujours écrit. Donc, évidemment, quand je vois les piles que forment mes manuscrits, on dirait des gratte-ciel, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que c'est toujours sous forme de manuscrit. Mais d'autre part, tout le monde sait qu'on écrit d'abord pour soi-même et que on écrit pour soi parce qu'on a besoin d'écrire et que voilà, ça fait du bien. Et que si ça plaît à d'autres, tant mieux. Et si ça ne plaît pas à d'autres, c'est peut-être un peu triste, mais ce n'est pas dramatique. Puisqu'on a réussi à écrire ce qu'on avait sur le cœur. C'est quand même ça qui compte. Tout à fait. Est-ce un Zinneke bruxellois? Moi, Il est quand même né à Bruxelles. je suis né à Bruxelles. C'est vrai. Il est né à Bruxelles. Je suis né à Bruxelles et puis j'ai quand même la chance exceptionnelle, à mon âge, de n'avoir jamais connu la guerre, parce que je suis né juste après. Et c'est quand même extraordinaire dans l'histoire de l'Europe qu'il y ait eu 70 ans sans guerre, en tout cas dans nos pays. Donc moi, j'ai pas connu la guerre, je n'ai pas le traumatisme qu'ont beaucoup de gens qui ont souffert pendant la dernière guerre, ou la guerre 14, etc. Ça, c'est un privilège. Maintenant, il n'y a pas que la guerre qui pose des problèmes. Non, mais bon, 46 veut dire que quand vous avez une dizaine d'années, vous entendez les parents parler de cette période-là. Donc vous êtes, voilà, toujours imprégné de cette atmosphère-là, tout le temps. Qui pour nous maintenant sont des vieilles histoires, ce sont les histoires des parents. Comment vivez-vous cette période-là au niveau de la découverte de la lecture? Parce que vous entendez parler, mais il y a la lecture aussi. Est-ce que la lecture, ce sont les livres qu'il y a chez les parents, ou bien est-ce que c'est à l'école que vous découvrez le plaisir de la lecture? Non, c'est la lecture. D'abord, c'est la bande dessinée. Oui. On en recevait souvent, on les dévorait. Et la bande dessinée, ça m'a appris beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses dans les bandes dessinées. Et puis, bien sûr, les livres. Bon, maintenant, il se fait que je suis né dans une famille très littéraire, enfin quand même, où il y a toujours eu des livres. Donc quand on grandit parmi les livres, c'est un environnement favorable. Alors, en plus, il faut aimer la lecture. Bon, moi, par exemple, j'ai 5 enfants, j'ai de la chance, ils aiment tous les livres. Je connais des gens qui aiment beaucoup les livres et qui ont des enfants qui n'aiment pas les livres, et ça les chagrine. Moi, j'ai la chance qu'ils aiment tous les livres, mais je ne sais pas s'ils tiennent ça de moi, peut-être, mais... Mais vos parents, vous avez baigné dans cette atmosphère? Est-ce qu'ils on recevaient? parlait beaucoup de livres. On parlait. On parlait beaucoup de Mais livres. vous rencontriez des auteurs? Mon grand-père était écrivain. Oui. Donc, oui, quand nous allions en vacances chez mon grand-père, on parlait de littérature tout le temps. Tout le temps. Et mon grand-père, c'était Pierre Nothomb. Et c'était un personnage
dont j'ai gardé un très bon souvenir, qui était assez extraordinaire en fait. Et ça se déroule dans quel village? Nous allions en vacances près d'Abbe-la-Neuve, donc à 15 km d'Arlon. Pont-d'Oie. Voilà, au Pont-d'Oie. J'y passais tous les mois d'août mes vacances de mon enfance au Pont-d'Oie. Pont-d'Oie. Et donc mon grand-père était un tyran domestique très brillant, qui donc pendant tous les repas tenait le crachoir, pour le dire vulgairement. Non, mais c'est comme ça. Et nous devions nous taire et écouter. Mais ce qu'il disait était passionnant, parce qu'en plus, il était très érudit. Donc, quand on allait faire une excursion en voiture avec lui, chaque fois qu'on passait devant, dans un village ou devant un paysage, il nous racontait toute l'histoire, tout ce qui s'était passé. Donc, il avait une grande érudition. Mais en plus de ça, il était extrêmement brillant. Et, bien sûr, il avait beaucoup d'amis écrivains. Il en avait connu beaucoup aussi. Et comme il avait beaucoup de caractère, il s'était aussi brouillé avec des écrivains, comme par exemple François Mauriac, qu'il avait connu quand il était jeune, et puis il s'était plus ou moins brouillé avec lui, pour des raisons que j'ai jamais comprises. Mais bon, il avait connu Bernanos, bon, il parlait de tous ces gens, et c'était très passionnant. Donc effectivement, moi il y a eu une époque où, je sais pas moi, entre 15 et 30 ans, où je lisais 2, 3, 4 livres par semaine. D'ailleurs, Abbe-la-Neuve est toujours resté un bouillon de culture, du fait, je pense qu'il y a encore des ateliers d'écriture qui se déroulent, ou qui se sont déroulés. Il paraît. Il paraît. Enfin bon, c'est vous dire un petit peu, bon, il faut dire le cadre s'y prête aussi magnifiquement. Bon, mais revenons ici. Poète, vous êtes, depuis quand? Depuis l'âge de 15 ans. Donc les premiers frissons, c'est dans la poésie. Oui, que vous absolument. Avez... Voilà. C'est les premières choses que j'ai écrites, c'est des poèmes. Oui. Mais j'ai écrit des poèmes pendant 2 ans. Et puis après, je ne sais pas comment dire, c'était comme une grâce que j'avais. Mais après, je l'ai perdue, cette grâce. Et je n'ai plus été capable d'écrire un seul poème. Et chaque fois que j'ai essayé, je me suis rendu compte que c'était mauvais. Alors j'ai écrit d'autres choses. Entre 15 et 17 ans, disons, j'ai écrit des poèmes, et puis j'ai alors écrit des petits textes, comme ça, des proses, et puis des pièces de théâtre, et puis des récits un peu disparates. Et puis j'ai commencé à écrire des romans, et puis j'écrivais... Bon, toujours, oui, d'accord. Des amis de l'époque que vous avez toujours maintenant? Vous souvenez-vous des jeunes condisciples avec qui vous avez échangé les premiers écrits ou bien les premiers... Je n'avais pas tellement d'amis littéraires. Ce qui est curieux, Oui. c'est que j'ai retrouvé, il y a 2 ans, un ami écrivain que je n'avais pas vu pendant 30 ans et avec qui maintenant je m'entends très bien. Je m'entendais très bien avec lui quand j'avais 22-23 ans, mais bon, il y a eu une coupure. C'est plutôt d'un coup on s'est retrouvés, et maintenant il s'est mis à écrire, et ça marche assez bien pour lui. Et donc c'est curieux. Donc, on peut le citer, on peut le nommer. Oui, c'est Henri de Méhus d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que lundi Pitou. soir, voilà. Que j'ai chroniqué. Ah bon? Oui, qui est un ouvrage extraordinaire qui a été édité par M. Philipson, Voilà. par Marc Philipson ici. Exactement. Dont j'ai frissonné par la finesse, la jeunesse d'écriture. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à... Oh, vous me donnez du frisson là, parce que vraiment, Ah bon? oui, mais c'est vrai, parce que ce monsieur, personne ne le connaît. Non. Il sort un bouquin, il sort un ouvrage où on ne s'ennuie pas d'une page à l'autre, d'un chapitre à l'autre. Mais ça, chaque écrivain a une carrière tout à fait personnelle et qui ne ressemble pas à celle des autres. Et lui, il a travaillé dans la banque pendant des années, et il n'avait pas le temps d'écrire, mais il a toujours eu la fibre littéraire, et puis tout à coup, quand il a été pensionné, il s'est mis à écrire. Et quelle plume, hein. Et bon,
Moi, j'ai été éditeur pendant des années, j'avais pas le temps d'écrire, mais je parvenais quand même à écrire parce que. Mais alors, j'écrivais, comme j'ai travaillé beaucoup. La seule manière pour moi de garder le contact avec l'écriture, c'était d'écrire des textes courts. Et donc, je me suis mis à écrire des contes imaginaires. Et ça, comme un conte, c'est 5, 10, 15 pages, je parvenais à écrire ça. Mais des romans, je ne pouvais pas, parce que pour écrire un roman, il faut vraiment avoir du temps devant soi. Mais alors, à ce moment-là, écrivain, éditeur, Oui, conteur, oui. ça ne peut que nous amener vers le théâtre. Oui, j'ai écrit des pièces de théâtre aussi. Écrivain, Oui, éditeur, oui, conteur, oui. ça ne peut que nous amener au théâtre. Oui. D'où vient un petit peu cette subtilité de pouvoir aller vers cette direction? Mais un jour, j'avais écrit un roman et un ami m'a dit ce qui est surtout bien dans tes romans, c'est les dialogues. Bon. Et c'est vrai que j'écris les dialogues très facilement. Et donc, j'avais déjà écrit quelques pièces de théâtre, mais qui étaient bon, assez brouillonnes, disons. Et puis, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre, mais comme je suis pas du tout doué pour me vendre moi-même, j'ai jamais réussi à les faire jouer, sauf une. J'avais écrit une petite pièce en un acte qui a été jouée au Grenier aux chansons et qui était une pièce pour rire. J'avais imaginé que Saint-Pierre était à l'entrée du paradis et qu'il accueillait, il faisait passer des examens à tous les candidats au paradis. Donc il fallait passer un examen pour entrer au paradis. Et il y avait 4 personnages. Et cette pièce a été jouée pendant 15 jours au Grenier aux chansons. Mais malheureusement, c'est tombé à une époque où il y avait un grand festival du théâtre à Bruxelles. Donc tous les journalistes étaient pris par ça et personne n'a parlé de ma pièce. Voilà. Mais bon, ça, c'est, je veux dire, le théâtre, c'est difficile de se faire jouer. Et c'est paradoxal parce que la plupart des directeurs de théâtre ou des metteurs en scène se plaignent qu'ils ne trouvent pas de bons textes. Mais Il faut aller à la pêche. sans être prétentieux, souvent j'allais voir des pièces de théâtre parce que j'étais souvent invité. Et honnêtement, quand je sortais de là, je me disais oui, c'est bien, mais bon, ce que j'ai écrit, C'est autre chose. Quoi. c'est au moins aussi bien. Bon, en toute modestie. Mais voilà, c'est difficile. Bon, dans votre parcours, évidemment, il y a cette recherche vers l'extérieur aussi, c'est de découvrir ou de faire connaître Oui. ce qui sort de nos frontières. Traducteur aussi. Exact. Ah, oui, oui, exact, je suis traducteur. Donc, traducteur, c'est Oui. pour faire connaître Mm. la belgitude à l'extérieur ou bien faire venir de l'extérieur chez nous? Non, non, Dans j'ai quel sens traduit. avez-vous travaillé? On traduit toujours dans sa langue maternelle. Donc, Oui. j'ai traduit du néerlandais et de l'anglais en français. Et j'ai traduit beaucoup de livres, Mhm. quand même. Si je fais le compte, j'ai jamais fait le compte exact, mais c'est plus de 20. Mhm. J'aime beaucoup traduire parce que c'est une gymnastique mentale. Quand on aime ça, je traduis vite Oui. parce que c'est devenu une gymnastique. C'était une langue paternelle. Maternelle, dites-vous, parce que bon, c'est par l'éducation, par le voyage ou bien par l'étude? La curiosité. La curiosité. Oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai pas fait d'études de traducteur. Non, non, non. C'est un peu comme, toute proportion gardée, Baudelaire qui ne connaissait pas l'anglais et qui a traduit Edgar Poe. Je veux dire, moi, je pense qu'un bon traducteur, c'est quelqu'un qui doit d'abord bien connaître sa propre langue. Mhm. Parce que quand il va traduire d'une autre langue, il peut toujours s'aider de dictionnaires ou de spécialistes qu'il peut interroger, etc., quand il a des doutes. Mhm. Mais il doit bien écrire sa propre langue, alors il fera un bon traducteur. S'il a la curiosité suffisante et la modestie suffisante pour s'informer chaque fois qu'il a un doute. Le problème de beaucoup de traducteurs, c'est qu'ils pensent qu'ils sont excellents et que donc ils n'ont pas de doute. Mais chaque fois qu'on traduit un mot,
qui peut avoir plusieurs sens, il faut toujours se dire, vérifions, parce que je suis peut-être en train de partir dans une mauvaise direction. Et ça demande une certaine modestie. Et quand Charles rêve, il rêve dans quelle langue? En français, bien sûr. Ah, on ne sait jamais. Non, parce qu'en fait, je traduis toujours, c'est dans le sens passif. Oui. Donc, c'est toujours, enfin, passif, façon de parler. Oui. Mais, par exemple, le néerlandais, je le lis très facilement, je le traduis très facilement, mais je le parle difficilement. Parce que c'est toujours dans l'autre sens. L'anglais, je le traduis très facilement, je le lis très facilement, et je le parle mieux que le néerlandais parce que c'est une langue que j'estime beaucoup plus pragmatique que le néerlandais ou le français, qui sont des langues difficiles. Le néerlandais est une langue difficile aussi, à mon avis. On découvre chez vous le personnage curieux. Alors, curieux ne peut nous amener que vers le journalisme. Oui, j'en ai fait aussi. Vous avez fait ça aussi. Oui. J'ai même eu un magazine. Donc, éditeur d'un magazine, éditeur, oui. Entre 2007 et 2010, j'ai édité un magazine qui était très local, qui était centré sur Uccle. Ça s'appelait Uccle chez vous. Et c'était toutes des petites informations locales. C'était gratuit et je ne vivais que de publicité. Et donc, je distribuais ça dans toute une série de commerces. Et ça marchait bien. Ça marchait bien. Le seul problème, c'est que je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour m'assister sur le plan administratif. Et comme je suis pas très bon dans l'administration, j'avais beaucoup de difficultés à me faire payer par mes clients. Et c'est un peu pour ça qu'au bout de 3 ans et demi, j'ai décroché, parce que je ne tenais pas le coup. Mais je me suis bien amusé. Le grand inventeur du temps, alors. Oui, ça. Eh bien, je vais vous raconter une histoire à propos de ce conte, le grand inventeur du temps. J'avais interviewé le recteur de l'ULB. Comment il s'appelait? Demaret. Son prénom, j'ai oublié. Il a été recteur de l'ULB pendant 4 ou 5 ans. Et un jour, je l'ai rencontré, je ne sais plus où, et je lui ai offert mon livre. Ce livre-là. Et je l'ai revu 1 an après, par hasard, et il m'a dit, là j'étais quand même très étonné, il m'a dit, j'ai lu votre livre, et je m'en suis même inspiré pour écrire un discours. Alors c'est beau. Là, j'étais vraiment par terre que le recteur de l'ULB me dise ça. Normal. Donc là, voilà, oui, j'étais normal. vraiment... Un auteur, il inspire quelqu'un d'un... Oui, Et moi, ça, je c'était le grand inventeur du temps, justement. C'est ça qui l'avait inspiré. Donc c'était pas une question de vengeance, quoi. Non. Non. D'où vient vengeance? Vengeance. Oui, un ouvrage que vous avez écrit. Oui, c'est un titre ambigu. C'est C'est un titre ambigu parce Oui. que d'une certaine manière, c'est un titre simple, donc c'est bon sous le plan de la simplicité. Par contre, c'est ambigu. Et parfois, je regrette un peu d'avoir utilisé ce titre parce que, en fait, quand on voit ce titre, les gens pensent que je veux me venger. Ouais. Or, honnêtement, ce n'est pas ça. Le livre, c'est une histoire de vengeance. C'est pas la même chose. Une histoire de vengeance. C'est un récit où tout baigne dans la vengeance. C'est un roman. Question de chance aussi, alors. Question de chance. On ne sait jamais. Que voulez-vous dire? Bon, parce qu'il y a une vengeance, on ne sait pas où on va mettre les pieds, on ne sait pas sur quel nénuphar on va marcher, peut-être. Parce que là, bon, vous dites, j'aurais peut-être changé de nom, j'aurais peut-être pas mis ce titre-là. C'est l'éditeur qui parle, là. C'est les réactions
que j'ai eu de certains lecteurs, Voilà. ou certaines personnes même qui me connaissaient et qui m'ont dit j'ai pas envie de lire ton livre, et je me suis rendu compte que c'était à cause du titre. Parce qu'ils pensaient que je voulais, par ce livre, me venger de certaines choses. Or c'est pas vrai, c'est pas ça. J'avais l'impression d'avoir un très bon sujet. Bien sûr, c'est un sujet qui m'est très proche, mais j'ai vraiment voulu écrire un roman. C'est-à-dire que je pense que j'ai réussi à prendre suffisamment de distance par rapport à certains événements pour que ça devienne un roman et pas des souvenirs. Alors là, il y a un dilemme. Là. C'est le romancier que vous me parlez, mais l'éditeur, ou l'éditeur, Oui. peut-être pas l'éditeur de Vengeance, mais il y a deux choses. Si, Il y a les tripes du romancier qui défend son ouvrage avec un titre, et puis il y a l'éditeur, entre guillemets, qui peut se dire, ben, c'est pas le bon titre. Il y a un combat là à mener. Ben oui, ça c'est le problème d'être à la fois écrivain et éditeur. C'est Voilà. que on peut se fourvoyer justement parce que on est trop dans l'histoire pour pour prendre du recul. voilà. Donc, mais bon, ça n'empêche que les gens qui ont lu ce roman, ceux qui ont bien voulu me faire part de leur avis, étaient plutôt contents. La maison d'édition, en est-on pour le moment? Je ne suis plus éditeur. Plus éditeur. En fait, simplement, ce roman, je l'ai publié moi-même, pour des tas de raisons, et j'ai fait un petit tirage parce que je voulais un peu voir ce que ça allait donner. Je me suis dit, je vais tirer 100 exemplaires. Si je les vends, après je verrai bien si je retire ou si je passe à la vitesse supérieure, mais c'était un peu pour tester le marché. Bon. Et apparemment, ça a pas... j'ai presque tout vendu, donc bon, on dira 100 exemplaires, c'est rien. Non, faut les faire. Mais en Belgique, dans un pays où il n'y a que 4,5 millions de francophones, un auteur inconnu qui vend 100 exemplaires, c'est pas si mal. Oh, c'est bon quand on voit. Surtout si ce sont de bons lecteurs, qui lisent vraiment. Oui. Ce sera recommencé. On fait à nouveau une maison d'édition pour promouvoir ces ouvrages. Parfois je me dis, parfois j'ai envie de recommencer. Oui. J'ai toujours beaucoup d'idées et j'ai tout le temps envie d'entreprendre des choses. Oui, j'ai besoin d'entreprendre. Est-ce que des jeunes vous ont sollicité ou proposé des manuscrits ou tapuscrits pour... Non. Est-ce qu'ils se sont dit, tiens, bon, on a peut-être vu, on a croisé, on a découvert. Comment avez-vous fait? Pourquoi l'avez-vous fait? Comment faites-vous? Bon, c'est un bel ouvrage, c'est un beau papier, c'est une belle finition. Vous avez vendu vos exemplaires, vous les avez proposés à gauche ou à droite. Et nous, jeunes, il n'y a personne qui nous écoute, il n'y a personne qui nous lit. Comment fait-on? Ouais. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune? C'est un grave problème. C'est un grave problème. Je viens d'ailleurs d'écrire tout un texte sur le prix du livre. Alors, si on se lance là-dedans, moi je veux bien en 2 mots vous dire ce que je pense. Oui. Pour moi, le marché du livre est un marché tout à fait malsain. Je parle du livre francophone. Et je pense que pour l'assainir, il faut augmenter le prix des livres. Et l'augmenter fortement. Alors quand je dis ça, tout le monde saute au plafond en disant « mais tu es fou, au contraire, il faut le baisser, parce que comme ça les gens liront plus ». Eh bien ce n'est pas vrai à mon avis, parce que plus on publie de livres, plus on en publie, plus on publie de mauvais livres. Et plus ces mauvais livres découragent les vrais lecteurs d'en acheter parce que ils n'ont pas envie
de connaître de nouvelles déceptions. Donc moi je pense qu'il vaut beaucoup mieux publier nettement moins, vendre les livres plus cher, même beaucoup plus cher, pour les valoriser aux yeux des lecteurs. Et en fait, si on vend le livre plus cher, mais qu'on publie moins, avec des tirages beaucoup plus ajustés, tout le monde s'y retrouve. L'éditeur vendra moins d'exemplaires, mais ceux qu'il vendra, il les vendra plus cher. Idem pour le libraire, qui vendra moins d'exemplaires, mais gagnera plus sur chaque exemplaire, et l'auteur aura plus de droits d'auteur. Parce que l'auteur qui n'est pas connu, ce n'est pas le prix qui va empêcher les lecteurs motivés d'acheter son livre, puisqu'il n'est pas connu, donc il n'y a que les gens motivés qui vont acheter son livre, et ceux-là ne vont pas faire attention au prix parce qu'ils sont motivés. Par contre, des auteurs qui sont très connus et qui ont des très gros tirages, c'est clair que pour ceux-là, si on augmente le prix du livre, ils vont perdre des lecteurs qui ne voudront plus payer si cher parce que ce ne sont pas de vrais lecteurs. Disons qu'un auteur qui vend 100 000 exemplaires d'un roman n'en vendra peut-être plus que, disons, 50 ou 60 000. Mais si le livre est vendu plus cher, il s'y retrouvera, tout le monde s'y retrouvera, parce que tout le monde gagnera plus sur chaque exemplaire vendu. Je rebondis sur cette réflexion-là. On va faire un gros effort intellectuel maintenant, ou un gros effort de souvenir. Quel âge aviez-vous en 1967? Eh bien, j'avais 20 ans. Essayez de vous souvenir, 20 ans, 1967. Qu'aviez-vous comme argent de poche? J'avais en 67. Presque rien. Hein. Je ne sais plus, très peu. Réfléchissez, quand vous alliez chez le boulanger ou acheter un sachet de frites en 1967, souvenez-vous, qu'est-ce que cela vous coûtait? Un pain, combien ça devait coûter? Je n'ai plus aucune idée. Réfléchissez. Vous êtes boy scout, vous êtes scout à ce moment-là. Ça coûtait quoi? Un pain, ça coûtait 5 francs belges? 4 francs belges? Non, je ne sais plus, honnêtement. Complètement oublié. Saviez-vous ce que coûtait dans la collection blanche un Gallimard en 1967? Eh bien, franchement, là, non. Combien? 191 francs belges. 191 francs belges. Faites le compte. Ah ben donc, ça veut dire donné, qu'on devrait le vendre 1000 aujourd'hui. Enfin, 1000, c'est-à-dire 25 euros. Ou 30 ou 40 euros. Vous voyez que c'était cher à l'époque. Exact. Eh bien, donc je rejoins votre discours. Oui. Et l'exemple, il est là. On ne l'invente pas. Oui. 1967, cet ouvrage. Exact. Voilà, oui, en fait moi voilà, je pense qu'il faudrait diviser le marché du livre en deux segments. Il y aurait des livres pas chers qui pourraient être d'ailleurs faire l'objet d'aide de l'État pour publier tous les classiques dont les étudiants ont besoin, et c'est vrai qu'eux n'ont pas beaucoup d'argent et qu'il faut les aider à pouvoir se procurer tous ces livres. Et donc ça, ce serait vraiment des éditions pas chères, mais qui pourraient être subventionnées. Et puis tous les éditeurs populaires, les romans à l'eau de rose, etc., ça, pour moi, il n'y a pas de problème qu'on les vende pas cher, parce que, comment dirais-je, enfin, les romans à l'eau de rose, on ne peut pas dire que ce soit la vraie littérature. Enfin, il ne faut pas être méprisant, mais quand même, si on veut promouvoir la vraie littérature, il faut que tous les auteurs, les romanciers, quand ils publient des nouveautés, il faut que leurs livres se vendent beaucoup plus cher pour que le lecteur ait le sentiment, soit motivé pour les acheter. Et quand on est motivé pour acheter un livre, on le lit, et on le lit attentivement. Et comme il y aura moins de livres et qu'ils seront de meilleure qualité parce qu'il y en aura moins, que le choix sera plus rigoureux, eh bien, les gens seront moins déçus quand ils achèteront un livre, et donc ils seront plus motivés pour en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième. Voilà. C'est comme ça que je raisonne. Alors, pour clore notre entretien, c'est quand même amusant, on vient de parler de gros prix. On s'est quand même rencontré la première fois chez un bouquiniste. C'est vrai. Voilà, je vous remercie, Charles, d'être venu. Content de vous avoir rencontré, Charles. Moi aussi. Voilà, au plaisir. C'était une bonne Merci beaucoup d'être venu chez moi.